Bonsoir. Collègues, nous sommes très contents ce soir de pouvoir vous présenter ce webinaire de l'AFU et de la SFMS à propos du syndrome de déficit en testostérone et de vous donner la primeur concernant les nouvelles recommandations françaises de la SFMS et de l'AFU concernant ce trouble qui est souvent méconnu, mais qui fait partie de notre pratique quotidienne. Alors, pour animer ce webinaire, vont participer successivement Pierre Desvaux, qui est responsable pédagogique de l'enseignement de sexologie et d'études de la sexualité humaine de l'Université de Paris, anciennement Université Paris-Descartes. Ensuite, Carole Burté, qui est présidente du syndicat des médecins sexologues, secrétaire de la SFMS et trésorière de l'AIUS, et Antoine Fex, qui est trésorier de l'AIUS et ancien responsable du comité d'andrologie et de médecine sexuelle de l'AFU. Et donc, pour ma part, je modérerai ce webinaire. Donc, ce soir, nous allons, comme nous vous le disions, présenter les nouvelles recommandations françaises qui correspondent à un travail de plus de 3 ans avec un groupe de travail qui a été dirigé de main de maître par Carole Burté, avec la participation de Pierre Desvaux, d'Antoine Fex, d'Hervé Lejeune, de Béatrice Cusin et de moi-même, et avec un méthodologiste qui travaille également à l'INCA et qui a travaillé dans de nombreuses recommandations de médecine sexuelle, Thierry Allemand. Alors, ce soir, comment nous avons structuré cette soirée? D'abord, Pierre Desvaux va faire un état des lieux du syndrome de déficit en testostérone, avant de passer la parole à Carole Burté qui va rappeler la méthodologie des recommandations et qui va vous rappeler les définitions, les signes évocateurs, le diagnostic biologique et les traitements. Et Antoine Fex va, pour sa part, terminer avec les bénéfices et les risques de la supplémentation en testostérone. Alors, tout au long de ce webinaire, vous aurez bien sûr la possibilité de poser toutes vos questions. Merci de le faire plutôt sur le Q&R que vous voyez à droite en bas de votre écran, plutôt que sur Converser, de façon à ce que toutes les questions aillent au même endroit. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de faire la présentation sur 1 heure et puis ensuite de garder 30 minutes pour répondre aux principales questions. Donc, bien sûr, nous n'aurons peut-être pas la possibilité de traiter toutes les questions parce que ce soir, il y a plus de 700 inscrits, mais j'essaierai finalement de poser celles qui reviennent le plus souvent. Et c'est pourquoi nous vous demandons de ne pas hésiter à poser les questions dès le début de la présentation. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent webinaire et sans plus tarder, je vais passer la parole à Pierre Desvaux. Merci Eric. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de faire ça d'une manière assez didactique. En fait, quels sont les signes évocateurs d'un déficit en testostérone? Parce que souvent, on parle de dosage et tout, mais en fait, avant le dosage, quand même, il y a des signes cliniques qui peuvent évoquer des choses. Et puis surtout, les populations cibles chez qui il faudra effectivement penser au déficit de testostérone. Alors, je dirais que comment comprendre en fait le déficit en testostérone? En fait, tout ce que je vais vous présenter comme symptômes, ils ne sont pas tous présents de manière simultanée. Puis l'intensité est variable selon les individus, la gravité du déficit. Et donc, c'est parfois ça qui égare et qui rend peut-être les choses un peu délicates quand on n'a pas l'habitude. Alors malheureusement, il n'y a pas de signe clinique absolument pathognomonique du déficit en testostérone. Il n'y a pas le signe où là, on est sûr, le patient, il manque de testostérone. C'est plutôt un ensemble de signes et qui va définir une sorte d'état qui est propre au déficit en testostérone. Alors bien sûr, c'est à partir de là que l'on va demander les dosages, bien entendu. Mais c'est pour savoir un peu chez qui on va demander les dosages. Alors, pour faire simple, le déficit en testostérone, vous avez 3 cibles.
l'impact sur la sexualité, ça, on le connaît, mais on va voir, ça va un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de dire sur le désir, l'impact sur la santé générale et l'impact psychologique. Et ça, on en parle de plus en plus actuellement. C'est pas que ça vient de sortir, c'est pas que c'est nouveau, mais quand même, on en parle de plus en plus, notamment à travers les dépressions. Alors, pour rappel, la testostérone régule toute la fonction sexuelle masculine. La baisse du désir sexuel et de la fréquence sexuelle, c'est un signe assez classique. Mais il n'est pas spécifique absolument de déficit en testostérone. Imaginez par exemple qu'un patient qui soit dépressif pourrait très bien aussi avoir un déficit, une baisse de désir et de la fréquence sexuelle. Diminution des pensées sexuelles, ça irait un peu dans ce qu'on appellerait la libido, c'est-à-dire en fait le désir et en même temps un peu les pulsions en fait qu'on pourrait avoir. La dysfonction érectile, alors ça c'est important parce que souvent on a dit oui, mais en fait, des patients qui manquent de testostérone, ils peuvent très bien avoir des érections, et c'est vrai. Mais statistiquement, quand même, quand on manque de testostérone pendant longtemps, on a quand même beaucoup plus de mal à avoir des érections, tout simplement pour la bonne raison, c'est que la testostérone agit au niveau notamment de médiateurs chimiques qui sont nécessaires à la mise en érection et à la relaxation des tissus et à la dilatation des artères. Un bon signe quand même de déficit en testostérone, c'est la diminution ou plutôt l'absence des érections matinales et nocturnes, et particulièrement au petit matin. Nocturne, les gens le savent s'ils se réveillent dans la nuit un peu en sursaut et qu'ils ont une érection ou pas. Mais par contre, les érections du matin, quand même, ils sont souvent capables de répondre si oui ou non, et ils vous disent oui, effectivement, le matin, j'ai plus ces érections que j'avais auparavant. Alors, un autre signe qui était moins connu, c'est l'éjaculation retardée. Alors, éjaculation retardée, je dirais plutôt dysorgasmie, mais bon, on va garder le terme d'éjaculation retardée. Et c'est un grand classique, notamment chez l'homme vieillissant. On sait que la fonction s'altère un petit peu, la fonction sexuelle va diminuer avec l'âge, mais souvent, et on le voit avec des patients qu'on a traités pour des troubles de l'érection, par exemple, et qui nous disent, au fond, j'ai retrouvé des érections, mais quand même, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est un grand classique. Et puis, une diminution du volume du sperme, parce que les glandes, tout simplement, qui servent à fabriquer le sperme, elles sont androgénodépendantes, et que si on en a moins, effectivement, souvent, le volume du sperme diminue. Alors, l'impact sur la santé générale, on va prendre le premier chapitre, c'est les maladies cardiovasculaires. Et dans les maladies cardiovasculaires, je vais masquer ça, voilà, ça me permettra d'avoir les chiffres. Et donc, dans les maladies cardiovasculaires, eh bien, en fait, il y a quand même maintenant beaucoup d'études qui ont clairement montré qu'il y avait un lien entre testostérone et santé vasculaire et que, grosso modo, il fallait quand même un minimum de testostérone pour avoir une bonne santé vasculaire. Alors, j'en ai choisi quelques-unes, 3, qui montrent sur des études épidémiologiques longitudinales et des méta-analyses qu'il y a une association claire entre le déficit en testostérone et une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et des autres causes. Là, il y a vraiment plein d'études qui vont dans ce sens-là. Une étude de cohorte longitudinale australienne de 10 ans qui portait sur 3690 hommes âgés montre qu'un niveau optimal d'androgène est un biomarqueur de survie également. Une étude suédoise également portant sur 1109 sujets âgés de plus de 40 ans avec un recul moyen de 14 ans, a suggéré une forte association entre une testostérone basse et un infarctus du myocarde. Alors, on a des hypothèses. Comment expliquer finalement que la baisse de testostérone puisse avoir une action comme ça délétère sur le plan cardiovasculaire? Eh bien, je dirais que une des pistes, en tout cas, serait la piste endothéliale et la piste vasodilatatrice de l'endothélium. Vous savez qu'en fait, il existe une réaction de l'endothélium vasculaire qui est vasodilatateur avec le monoxyde d'azote et qu'en grande partie, ce signal-là, ce système-là est androgénodépendant. Alors, il y a également d'autres paramètres qui interviennent, mais en tout cas, c'est une piste sérieuse. Deuxième, je dirais, impact sur la santé générale, ce sont toutes les maladies métaboliques associées à une insulinorésistance. En clair, dans l'étude de Corona, par exemple, quand on retrouve dans l'obésité, le syndrome métabolique et le diabète de type 2, dans pratiquement 50% un déficit en testostérone. En clair, quand vous avez une obésité, un syndrome métabolique ou un diabète de type 2, vous avez 2 fois plus de chances de manquer de testostérone.
Et dans l'étude IM sur l'hypogonadisme in on a montré que 50% des hommes diabétiques avaient un déficit en testostérone. Donc c'est clair que dans l'habitude clinique, un patient diabétique qui vient et qui se plaint de troubles sexuels, je dirais qu'il est quasi incontournable de faire un dosage de testostérone dans ces situations-là. L'impact sur la santé mentale maintenant. Alors il y a une étude intéressante, c'est une méta-analyse de Walter qui a été publiée en 2019, donc c'est pas vieux, sur 27 études et qui montre très clairement que la testostérone est très supérieure au placebo pour traiter des syndromes dépressifs chez l'homme. Vous savez, un peu défri la chronique, on en avait parlé dans le grand public et tout. Et c'est une donnée que l'on voit, nous, en clinique, en tout cas, que l'on retrouve, en tout cas, chez nos patients dépressifs. Je rappelle que, par exemple, au hit parade, des pathologies qu'on trouve pour les troubles de l'érection chez l'homme de plus de 50 ans, c'est, alors, bien sûr, le diabète, les patients dépressifs, et puis, évidemment, la chirurgie, je dirais, du cancer de la prostate et de ces choses-là. Donc, en fait, d'un point de vue purement neuroanatomique, les mécanismes de neurostéroïdogénèse ont été localisés dans certaines zones du cortex, de l'amygdale et de l'hippocampe. C'est important parce qu'il faut que vous compreniez que le cerveau est un organe gourmand en hormones stéroïdes et particulièrement en testostérone et en estradiol également. Le noyau de l'amygdale, j'en parle parce que c'est vraiment une zone qui nous intéresse beaucoup en sexologie. On connaît un petit peu ces deux structures qui sont à la base du crâne, vraiment à la base de votre cerveau, entre vos deux oreilles, et qui servent à deux choses qui semblent vraiment totalement antinomiques, c'est-à-dire l'état d'alerte face à une agression, par exemple, et en même temps au décodage d'une image en tant qu'image sexuelle. On va me dire, on n'est pas dans le même registre. Mais ça explique aussi pas mal d'interférences entre le stress, et notamment le stress post-traumatique, et dont on sait qu'il y a souvent une activation, je dirais, plus grande ou quasi presque permanente en fait de l'activation du noyau de l'amygdale. C'est pour ça que ces gens, par exemple, qui sont dans cette activation du noyau de l'amygdale, ont des sursauts brutaux comme ça, sitôt que se passe quelque chose un tout petit peu imprévu. Et donc, en fait, c'est androgénodépendant. Et donc, en fait, on peut imaginer que peut-être ça permettrait de calmer un peu l'amygdale vis-à-vis du stress et d'augmenter le décodage des images érotiques, en tout cas. Alors, ça fait partie des hypothèses de travail. Et donc, en fait, on a montré également par les imageries, par résonance magnétique fonctionnelle, que l'hippocampe, l'amygdale sont des zones clés de la fonctionnalité de la testostérone au cours des stimulations affectives et sociales. Et ces deux localisations jouent un rôle central dans le mécanisme physiopathologique de l'anxiété, de la réponse au stress et de la dépression. Ce que je vous disais, vous voyez le noyau de l'amygdale, par exemple, en fait, on ne se rend pas compte le rôle qu'il a, mais imaginez la situation, vous êtes avec des amis sur la plage au Brésil et vous êtes en train de déguster une bonne caipirinha. Et là, sous les cocotiers, il y a un petit serpent vert qui tombe. Avant que vous ayez eu le temps de réfléchir en se disant, tiens, c'est un serpent, peut-être qu'il est venimeux et peut-être qu'il risque de mordre, eh bien, tout simplement, votre noyau de l'amygdale aurait déchargé, vous aurez fait un bond en arrière et vous n'aurez pas réfléchi, vous aurez éloigné le danger. D'accord? Voilà à quoi sert, entre autres choses, le noyau de l'amygdale. Alors, maintenant, comment on peut identifier les circonstances à risque de déficit en testostérone? Eh bien, d'abord, une dysfonction sexuelle. Il est clair que quand vous avez une baisse du désir sexuel, une diminution des érections matinales et nocturnes, une dysfonction érectile, tout ça, c'est très évocateur d'un syndrome, d'un déficit en testostérone. Vous voyez, c'est une recommandation quand même de niveau 1, de grade 1. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus haut. C'est vraiment une recommandation, je dirais, sérieuse, importante. Ensuite, l'obésité viscérale et une diminution de la masse musculaire et parfois de la densité minérale osseuse. C'est une recommandation de niveau 1, de grade A également, donc c'est quelque chose d'assez partagé au niveau des experts et avec des études qui montrent très clairement ces faits. Ensuite, les symptômes qui sont moins spécifiques, tels que la fatigue, les troubles du sommeil, la perte de force physique, une perte d'énergie, de motivation, une humeur dépressive, sont souvent présents. C'est toujours un niveau 1, mais un grade B. Vous me direz, en fait, ces signes-là, ils ne sont pas si spécifiques. On pourrait rencontrer ça également dans une dépression, par exemple. À l'examen clinique, les caractéristiques suivantes, une diminution de la pilosité, diminution de la taille des testicules, en sachant quand même qu'il y a des petits testicules qui sont très sécrétants, qui fonctionnent très bien, mais quand même, globalement, ça doit vous alerter.
Une gynécomastie, petit testicule, diminution de la pilosité et apparition d'une gynécomastie, quand même, qui n'est pas toujours présent, hein, on est d'accord, mais quand même, c'est une recommandation de niveau 1, de grade B. Je pense qu'il faut savoir y penser quand vous voyez ça en examinant votre patient. Ensuite, chez tous les hommes qui ont un diabète de type 2, a fortiori sont des troubles sexuels, qui ont un IMC supérieur à 30, qui ont un tour de taille supérieur à 102, c'est quand même une recommandation de niveau 2 de grade A, quand même, ça reste encore important. Donc, je pense qu'il faut savoir y penser. Chez tous les hommes sous opioïdes, antipsychotiques et anticonvulsivants au long cours, pareil, hein, c'est un niveau 2 de grade B. Les bouffées de chaleur. Alors, les bouffées de chaleur, très honnêtement, moi, je trouve que c'est plutôt assez rare chez les hommes, ou alors il faut vraiment qu'ils manquent beaucoup de testostérone. Je dirais qu'en pratique, on le voit essentiellement chez les hommes qui ont une castration pour un cancer de prostate, par exemple, une castration chimique. Là, dans ce cas-là, effectivement, avec un taux de castration, on peut voir des bouffées de chaleur. Mais manifestement, le taux minimal qui vous évite en quelque sorte les bouffées de chaleur est plutôt peut-être pas très élevé, et c'est plutôt quelque chose de féminin que de masculin. Mais enfin, ça peut exister quand même, hein. Pareil, les changements sur le plan cognitif, très bien, mais encore une fois, c'est pas extrêmement spécifique, de même que les troubles de la mémoire. C'est pour ça que vous voyez que la c'est plutôt un niveau 3 de grade C. Et alors, le groupe de travail a trouvé que c'était intéressant de rajouter quand même l'échec ou l'échappement des IPDE5 prescrits pour une DE. Je crois qu'on a tous, un jour ou l'autre, prescrit ces IPDE5 dans ce cadre-là. Et puis parfois, on constate qu'il y a une espèce d'échappement, il y a un moment, ça répond plus, ça marche plus, il faut augmenter les doses. Eh bien, si je peux vous donner un petit conseil ce soir, n'hésitez pas à doser la testostérone dans ces cas-là, parce que des fois, on a la solution. Alors, d'une manière plus générale, les anémies inexpliquées, parce que mais on en parlera peut-être dans la discussion si vous avez des questions, pour quel mécanisme en tout cas. Mais voilà, on sait que la testostérone, ça fait monter un peu les globules rouges. En cas de patient qui aurait une chimiothérapie, parce que ça peut être délétère pour les testicules, une radiothérapie localisée ou diffuse pour les cancers des testicules, c'est classique, hein, bien entendu. En cas de sérologie HIV positive, en fait, de patients qui vivent avec le HIV, on a assez fréquemment un bon tiers de patients qui ont un déficit en testostérone, et puis tous les patients qui prennent des corticoïdes au long cours. Alors, quant au mécanisme, on en parlera peut-être dans les questions, c'est des choses. Circonstances évocatrices, augmentation fréquente de l'IMC, syndrome métabolique, diabète de type 2. Retenez, hein, l'obésité abdominale comme ça, c'est un bon signe, en fait. Si vous voulez une petite phrase que j'aime bien, que disaient nos grands-mères, les bons coqs ne sont jamais gras. Retenez ça, c'est une phrase mémotechnique pour vous faire penser à doser la testostérone dans ces cas de figure. Répartition des graisses, alors les signes cliniques cette fois-ci. Donc, on a dit le gros ventre, la graisse abdominale. Parfois, on a une répartition plus gynoïde, hein, des graisses, je ne sais pas si vous voyez ici, mais là, les belles petites poignées d'amour comme ça, c'est pas habituel chez un homme, mais ça peut se voir. Voir des déficits qui sont un peu anciens. Ensuite, la gynécomastie, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin à quoi ça ressemble. C'est pas constant, hein, attention, on est bien clair. Des fois, ça peut être très discret, ça peut être juste l'étalement de l'aréole ou les mamelons un peu sensibles, sans qu'il y ait vraiment une pousse de la glande mammaire. Mais il faut savoir y penser, savoir déshabiller le patient pour l'examiner. L'atrophie testiculaire, bien sûr, alors j'ai lutté pour trouver une photo parce que l'atrophie, ça se palpe quand même. Donc, il est clair que quand vous avez un patient qui a une atrophie testiculaire, qui a une gynécomastie, qui a une perte des poils, etc., quand même, c'est très évocateur d'un déficit en testostérone. Il ne faut pas hésiter à doser à ce moment-là. Donc, pour conclure, tout simplement, ces signes ne sont pas toujours si spécifiques que ça. Et donc, il faut être un peu fin dans la sémiologie et savoir regrouper un peu un certain nombre de signes comme ça qui vont vous évoquer le déficit en testostérone. Donc, la conjonction, en tout cas, de troubles sexuels et de certaines situations cliniques comme le surpoids, l'insulinórésistance et le diabète, là, vraiment, ça doit faire tilt dans votre esprit. Il faut vraiment doser la testostérone. Et puis, pensez-y également chez le patient dépressif, parce qu'on se dit souvent, oui, il n'a pas de libido, il n'a pas d'érection, mais c'est parce qu'il est dépressif et qu'il prend des antidépresseurs. Eh bien, quand même, vous verrez qu'on est parfois un peu surpris de constater qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a aussi un déficit en testostérone, et que si on corrige ce déficit en testostérone, eh bien, on peut quand même les améliorer. Vous voyez que c'est une recommandation de niveau 1 et de grade A, donc c'est quand même assez sérieux. C'est documenté et partagé par pas mal d'experts.
Voilà ce que j'avais à vous dire assez rapidement sur les signes cliniques et de comment retrouver chez qui avoir le signal pour doser en tout cas de la testostérone. Et je vais rendre la parole en attendant les questions à Eric qui va présenter la suite de ce webinaire. Oui, merci beaucoup Pierre. Eh bien, sans plus tarder, je vais passer la parole à Carole. Merci Pierre. Merci Eric. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous parler de ce gros travail que nous avons fait conjointement entre la SFMS et l'AFU pour le déficit en testostérone. Enfin, nous pouvons présenter des recommandations et c'est d'autant plus important que dans cette année qui a été tellement difficile, finalement on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu aller dans les congrès et finalement ce travail qui est terminé depuis un petit moment, on en avait pour l'instant pas beaucoup parlé. Donc comment est-ce qu'on a finalement eu l'idée de faire ça? Eh bien parce que le déficit en testostérone, on en parle absolument partout et particulièrement depuis ces 10 dernières années. Et il y a de nombreux guidelines qui ont été publiés par les sociétés savantes, qu'elles soient en médecine sexuelle, qu'elles soient en urologie, qu'elles soient en endocrinologie, même en cardiologie. On a même des guidelines de guidelines. Et en France, en fait, on n'avait pas grand-chose. Et le dernier travail qui avait été fait sur cette question-là date de 2004. Donc, il y avait quand même urgence un petit peu à en parler. Vous avez vu avec la présentation de Pierre à quel point les signes cliniques peuvent être importants, à quel point ça peut ressembler à tous les patients que vous voyez tous les jours. Et nous, on est toujours frappés de voir à quel point c'est sous-diagnostiqué et sous-pris en charge. D'où l'idée de faire ces recommandations. L'objectif de nos recommandations, c'est de faire évidemment mieux connaître le déficit en testostérone. C'est destiné pas forcément à des gens qui sont formés ni en urologie ni en médecine sexuelle. Le but, c'est d'aider au diagnostic, de mettre en place le traitement, d'assurer la surveillance. Et puis, il y a quand même eu toujours de la part de nos autorités la peur que la testostérone soit mal utilisée. Et donc, justement, définir des bonnes pratiques, ça permet d'éviter les mésusages de la testostérone. Alors, nous avons employé une méthodologie évidemment tout à fait classique. On a réuni un panel d'experts de différentes disciplines. Pierre et moi, on est de la médecine sexuelle. Et il y a donc des urologues, un endocrinologue. Notre activité est publique ou privée. Nous venons de différents endroits de la France. On a fait relire tout notre travail par un groupe francophone international. À la base, on est parti de faire une recherche documentaire sur toutes les banques de données bibliographiques médicales que vous connaissez bien. Et nous avons suivi méthodes et processus d'adaptation aux recommandations pour la pratique clinique existante publiées par l'HAS, ce qui nous a permis finalement, selon les niveaux de preuve des études sur lesquelles on a travaillé, de faire des recommandations qui sont classées en grade A, B, C, ou simplement accord d'experts. Alors voilà notre groupe. Donc Hervé Lejeune, vous le connaissez peut-être pas tous, il est professeur en endocrinologie. Béatrice Cusin, je pense que tout le monde la connaît, elle est urologue et puis elle avait déjà participé au travail qui avait été fait antérieurement. Alors, comment se définit le déficit en testostérone? Le déficit en testostérone, c'est pas une histoire de testostérone en tant que dosage. On n'est pas comme pour un diabète ou autre chose où simplement un dosage va faire une définition. La définition, c'est l'association, en fait, à la fois soit d'une diminution des concentrations de testostérone, soit de leur activité, mais surtout corrélée à des signes et des symptômes cliniques. Et donc, on ne peut pas définir un déficit en testostérone si on parle que de clinique ou si on parle que de biologie. Alors, évidemment, vous l'avez vu, les patients qui ont ce type de problème ont très souvent des symptômes sexuels. Donc, c'est important. Et nous, on est en première ligne en médecine sexuelle pour les diagnostiquer. Mais ce n'est pas que ça. Et les images de Pierre ont été assez parlantes pour vous montrer à quel point ça ressemblait à énormément de patients que vous avez en consultation tous les jours.
Pour ce qui concerne de l'épidémiologie, en fait, la prévalence du déficit en testostérone varie énormément et ça varie selon les études. Et en population générale, ça va de 2 à 18%. On a 3 grandes études de référence qui sont les études MMAS, que vous connaissez sans doute, EMAS. Et en fait, cette épidémiologie et cette prévalence en population générale ne justifie absolument pas que le déficit en testostérone soit recherché de manière systématique. Par contre, dans les populations à risque, toutes celles que vous a décrites Pierre précédemment, que ce soit les patients ayant des maladies métaboliques associées à l'insulinorésistance, que ce soit des patients ayant des antécédents andrologiques, des patients avec certains traitements au long cours, des maladies cardiovasculaires, d'autres maladies chroniques, que ce soit organique ou la dépression par exemple, nous recommandons, en cas bien sûr de signes cliniques évocateurs, pas en dehors de ça, mais de rechercher un déficit en testostérone. Donc les signes cliniques évocateurs, je ne vais évidemment pas revenir dessus, juste sur les grades A, qui sont des signes cliniques sexuels, qui sont effectivement le premier appel, et c'est pour ça que Pierre et moi, on travaille beaucoup sur ces sujets-là depuis très longtemps, parce que ce sont les patients qui viennent nous voir en consultation. Mais notez bien l'obésité, là, il a beaucoup insisté là-dessus, et puis les facteurs psychologiques comme l'humeur, l'anxiété, etc. Et puis nous pensons vraiment qu'il est très intéressant de doser la testostérone d'un patient qui se plaint d'une moindre efficacité des IPDE5 alors qu'il en prend déjà depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Alors le diagnostic biologique, ça a été le sujet le plus épineux de notre travail. Pourquoi ? Parce que dans les recommandations, on ne prend pas toujours les mêmes choses pour référence. Alors, qu'est-ce qu'on va doser ? La testostérone totale, la biodisponible, la testostérone libre. D'une recommandation à l'autre, ça change, avec des seuils qui changent. Et c'est pour ça que ce sujet était particulièrement compliqué pour nous. Alors, vous savez sans doute que la testostérone pénètre sous forme libre dans sa cellule cible, qu'il y a 3 formes de testostérone, la totale qui correspond à, en fait, le total entre la libre, la testostérone fixée à l'albumine, et puis une très grosse protéine qu'on appelle la SHBG, qui, elle, a subi énormément de variations en fonction de l'âge et des différents états pathologiques. Et puis, il y a la testostérone biodisponible qui correspond à la forme libre liée à l'albumine et qui est assez disponible, effectivement. Mais une chose est certaine, c'est que nous ne conseillons pas du tout un seuil de diagnostic basé sur les valeurs de testostérone totale, parce que c'est une mauvaise appréciation et qu'on a très très souvent des patients avec des testostérones totales qui sont normales, voire hautes, alors qu'ils ont une libre ou une biodisponible qui est basse. Donc, nous pensons que le diagnostic de déficit en testostérone peut être fait sur la testostérone libre ou la testostérone biodisponible, même si la testostérone totale est normale. Nous recommandons de faire 2 dosages, le matin à jeun, à peu près à 1 mois d'intervalle, et de prendre pour référence les valeurs moyennes pour la population des hommes jeunes. Pour quelles raisons ? Bien parce que les laboratoires n'excluent pas de leurs valeurs de référence pour les populations plus âgées les patients qui auraient des symptomatologies qui seraient évocatrices de déficit en testostérone. Donc finalement, c'est pas tout à fait fiable dans cette tranche d'âge. On recommande également de faire des dosages complémentaires, je vous le détaillerai plus tard, sur les hormones de régulation au niveau hypophysaire que sont la LH, la prolactine. Évidemment, de faire un dosage de PSA, on va y revenir, et un dosage de l'hémoglobine ou de l'hématocrite pour éviter une contre-indication qui serait la polyglobulie. Et puis, nous nous accordons à penser qu'il peut être très intéressant dans certains cas de faire des traitements d'épreuve, c'est-à-dire en cas de symptomatologie extrêmement évocatrice, malgré des taux de testostérone qui ne font pas leur preuve.
Alors, pour exemple, parce que vous verrez que dans nos recommandations, nous ne donnons pas un seuil tout à fait tranché. Alors, d'abord, on ne donne pas de seuil tranché sur la testostérone biodisponible et libre parce que nous n'avons pas retrouvé ça dans les études internationales et notre travail consistait à aller rechercher la littérature internationale. Par contre, ici, je vous ai mis un tableau avec les seuils de testostérone totale. La libre et la biodisponible ne sont pas forcément accessibles dans tous les pays, ce qui fait que dans la plupart des recos internationales, finalement, on se réfère plutôt à la totale. Mais bon, pour un exemple, et on l'a donné en exemple, pour la testostérone totale, on pourrait reconnaître le seuil de 3,5 nanogrammes par millilitre, soit 12 nanomoles par litre. Et donc, pour la biodisponible ou la libre, la valeur moyenne dans la tranche d'âge des hommes jeunes selon le laboratoire. Ce qui fait qu'on a élaboré un algorithme diagnostique du déficit en testostérone et donc qui vous conseille devant des symptômes sexuels, par exemple, une dysfonction érectile ou bien une asthénie, que cette asthénie elle soit physique ou qu'elle soit psychique, en particulier, ou l'obésité, ou ce qu'on a vu tout à l'heure comme facteur de risque et comme population ciblée, de faire un dosage de la testostérone le matin à jeun, en dehors d'une pathologie aiguë, bien entendu. Alors, testostérone libre ou biodisponible, ou éventuellement, si on ne peut pas, si on n'a pas, éventuellement un dosage de testostérone totale. Vous voyez que dans ces recommandations, on n'a pas pu aller plus loin sur cette recommandation d'imposer ou la libre ou la biodisponible ou la totale, mais nous pensons vraiment que la libre ou la biodisponible sont beaucoup plus une référence. Si on a donc des taux de testostérone inférieurs à la normale des hommes jeunes ou douteuses, avec pour exemple cette testostérone totale que je vous ai expliquée, on va demander un deuxième dosage à 1 mois d'intervalle, et là, avec les dosages des hormones de régulation, ainsi qu'un PSA, et bien entendu un examen clinique, si l'examen clinique n'avait pas été fait précédemment, donc un examen clinique général, la recherche de la palpation, la recherche d'une anomalie, puisque le cancer du sein, je vous en parlerai, est une contre-indication, le toucher rectal à la recherche d'une anomalie au niveau prostatique. Et puis, on va demander également une numération globulaire pour avoir un taux d'hématocrite. À la suite de ça, si la testostérone est inférieure à la normale des hommes jeunes ou douteuses, c'est selon la LH et la prolactine. Si on a une LH et une prolactine qui est élevée, on va quand même rechercher une anomalie sur le plan hypothalamo-hypophysaire. Mais dans tous les autres cas, on peut démarrer un traitement. Et vous verrez, vous voyez dans la colonne de droite, ces petites flèches qui nous ramènent à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire en cas de testostérone dite normale, si on a une très forte suspicion, bien finalement, un peu à tous les niveaux, on peut se permettre d'essayer et de faire un test thérapeutique pendant 3 à 6 mois. Bien sûr, on peut reconsidérer le diagnostic parce que comme aucun de ces symptômes n'est spécifique du déficit en testostérone, on peut envisager une prise en charge spécialisée en fonction de la symptomatologie, forcément. Alors, comment est-ce qu'on va traiter? Donc, aujourd'hui, nous avons, pour traiter le déficit en testostérone, des préparations qui sont efficaces et sûres. Le patient doit évidemment participer au choix de son traitement. En France, nous avons 3 voies d'administration possibles, la voie orale, la voie injectable et la voie transdermique. Avant de prescrire, évidemment, je réinsiste là-dessus, il est recommandé de faire un bilan pré-thérapeutique avec un examen clinique, toucher rectal, sein et testicules, avec des dosages du PSA et de l'hématocrite. Et il n'est absolument pas recommandé de prescrire de la dihydrotestostérone ou de la DHEA pour le traitement du déficit en testostérone. Donc voilà, avec leurs avantages et leurs inconvénients, les différentes formes galéniques. Alors pour ce qui est de la forme transdermique, nous avons l'énorme avantage de la forme transdermique, c'est d'offrir aux patients des concentrations tout à fait stables, puisqu'il applique son gel tous les matins. Il y aurait peut-être moins de polyglobulie. Vous verrez que la polyglobulie peut être un des effets secondaires et quasiment le seul du traitement par la testostérone. En tout cas, il y en aurait sans doute moins qu'avec les formes injectables
du fait de ces concentrations stables. Par contre, a pour inconvénient toujours un risque de transfert, bien sûr, des risques d'irritation cutanée et surtout le fait que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Pour la voie injectable, on a deux possibilités. Il y a l'énantate de testostérone qui va avoir une action entre 2 et 4 semaines, traitement qu'on va mettre en place au début avec une injection toutes les 3 semaines. Le problème majeur, c'est que lorsque l'on fait l'injection d'énantate de testostérone, on obtient un pic de testostérone qui est supraphysiologique au bout de quelques jours et ensuite ce taux va diminuer. Alors certains patients sont très sensibles à ça, d'autres non, mais cette variabilité ne correspond pas vraiment en fait à la physiologie de l'imprégnation hormonale chez un homme. Par contre, le gros avantage, c'est que c'est pris en charge par la sécurité sociale. Avec l'indécanoate de testostérone intramusculaire, on peut se permettre de faire une injection tous les 3 mois avec des concentrations beaucoup plus stables. Mais par contre, c'est là aussi un traitement assez coûteux qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale et qui est douloureux puisque c'est une injection de 4 millilitres d'un produit très, très gras. Et donc, c'est sans doute peut-être un petit peu moins prescrit, mais c'est un bon traitement. Ensuite, il y a la forme orale, l'indécanoate de testostérone sous forme de capsule, qui est un très très vieux produit. Évidemment, c'est facile de l'administrer ou de le prescrire. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Par contre, ça présente un inconvénient majeur, c'est que l'absorption est variable selon l'alimentation. Et dans l'idéal, il faudrait recommander à nos patients de le prendre avec un repas riche en graisse. Donc ça, c'est quand même un petit peu difficile dans le contexte. Et puis surtout, on a aussi des fluctuations des concentrations plasmatiques. Donc évidemment, c'est le patient qui va prendre la décision en ayant été, bien entendu, informé de toutes les possibilités avec leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, il y a des contre-indications au traitement. Le premier, c'est un patient qui souhaiterait actuellement avoir un enfant. Pourquoi ? Parce que la testostérone va freiner la spermatogénèse. Donc, c'est toujours une question qu'il faut savoir poser à ces patients. On n'a pas parlé tout à l'heure de l'âge, mais c'est vrai que très souvent, c'est à partir de la cinquantaine le déficit en testostérone. Ceci dit, dans la pratique, on voit quand même souvent des patients qui sont un petit peu plus jeunes que ça. Le cancer de la prostate actuel est une contre-indication. Le cancer du sein, je vous en ai parlé. Un taux d'hématocrite supérieur à 54% qui signerait une polyglobulie est une contre-indication. Un syndrome d'apnée du sommeil grave non traité et un événement cardiovasculaire dans les 3 à 6 derniers mois ou une maladie cardiovasculaire non contrôlée, ceci beaucoup plus par précaution et pour être conforme aux recommandations internationales. Alors, les bénéfices du traitement, je ne vais pas vous en parler vraiment puisque c'est Antoine qui va développer cette question-là. Mais sachez un point important, c'est qu'il y a une cinétique au bénéfice du traitement et donc l'amélioration va se faire de façon progressive. La première chose qui s'améliore, c'est le désir et la fatigue. Et ça apparaît dans les 3 mois. Mais en fait, la testostérone, c'est une hormone, ça agit donc par imprégnation. Les effets positifs vont se mettre en place progressivement sur les 3, 6 mois, 12 mois et même sur la densité osseuse, voire sur l'année d'après ou sur les 2 années d'après. Ce qui fait du traitement hormonal par la testostérone, évidemment, un traitement de long terme. Avant 1 an, on ne peut pas vraiment se fixer. On va évidemment ce traitement surveiller et donc nous recommandons une surveillance à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois et ensuite tous les ans avec une surveillance clinique bien entendu, un examen de la prostate avec le toucher rectal, une palpation mammaire à la recherche d'une sensibilité des mamelons, d'une gynécomastie ou d'un nodule. Un taux de testostérone régulièrement en fonction de la formulation du traitement. Si vous faites une voie transdermique, il faut demander un dosage 2 à 4 heures après avoir appliqué le gel. Si vous faites une voie, là, une petite coquille, c'est une voie intramusculaire, il faut faire un dosage à mi-distance entre 2 injections. Un dosage de PSA,
évidemment s'inquiéter à chaque fois qu'on a une augmentation jugée problématique et explorer la prostate pour exclure un cancer de la prostate. Un taux d'hémoglobine, je vous l'ai dit, et d'hématocrite. L'hématocrite devant rester inférieur à 54%. Si l'hématocrite dépasse 54%, on va diminuer les prises de testostérone, voire l'interrompre un petit peu, soit éventuellement demander des phlébotomies. Et puis, on peut faire aussi des dosages de la densité osseuse chez les patients qui auraient une diminution de la densité minérale osseuse après 1 à 2 ans de traitement. Deux populations sont particulières, les patients prostatiques. Alors d'abord, déjà, aucune étude n'a montré une augmentation du risque de cancer de la prostate chez les gens qui sont traités par la testostérone. Deuxièmement, dans certaines notices Vidal et ANSM des traitements par la testostérone, on fait état d'une contre-indication en cas d'HBP. C'est absolument pas contre-indiqué puisque en fait les symptômes ne sont pas du tout aggravés sous traitement, même s'ils sont sévères. Ce qui a été beaucoup plus problématique ces dernières années, c'est la discussion autour du cancer de la prostate. Et aujourd'hui, il est quand même assez reconnu qu'un traitement par testostérone peut être envisagé après une prostatectomie en cas de PSA indétectable et en cas d'histologie favorable, de même après une radiothérapie ou même lors d'une surveillance active. Par contre, il est évident que aucun patient ne doit être traité en dehors des protocoles de recherche en cas de cancer de la prostate localement avancé ou métastatique. Une deuxième population particulière, c'est la cardiovasculaire. Donc, Pierre vous l'a bien dit, la testostérone basse, c'est vraiment un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Ça a été particulièrement montré chez les patients diabétiques. Et donc, le traitement n'augmente pas le risque de pathologie cardiovasculaire et aurait même des bénéfices de ce point de vue-là, avec quand même un grade A de recommandation. Mais par précaution, on ne doit pas administrer pendant 3 à 6 mois après un événement cardiovasculaire majeur. Donc, évidemment, il y a toujours cet aspect état général, facteur de risque, tout ce qu'on va faire et lorsqu'on va traiter un patient pour un déficit en testostérone, c'est également lui donner des conseils d'hygiène de vie pour optimiser, bien sûr, tout ce qui est prévention secondaire. Voilà. Il y avait eu quelques études qui avaient parlé d'un éventuel risque thromboembolique veineux, mais actuellement on n'a aucune preuve entre traitement par la testostérone et survenue d'événements thromboemboliques veineux. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur ces recommandations. Ça a été un résumé un peu rapide pour un gros travail. Évidemment, vous les retrouverez complètement détaillés sur le site de la SFMS et sur le site de l'AFU avec une version très longue de plus de 150 pages, une version plus courte. Les laboratoires Bezin nous ont aidés à travailler sur une petite plaquette que vous pouvez leur demander qui les détaille de façon extrêmement pratique. Et puis voilà, je vais laisser la parole à Antoine qui, lui, va nous parler des grands avantages à traiter pour les petits inconvénients. Merci de votre attention. Merci à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et puis j'ai d'ailleurs vu le nom de pas mal de collègues et amis de France et d'ailleurs, et on est très content que ça puisse autant toucher autant de personnes. Voilà, donc moi je suis un petit peu chargé d'aller un petit peu plus loin dans les bénéfices et les risques du traitement. Ma déclaration de conflit d'intérêts. Alors les objectifs du traitement, vous l'avez compris, c'est bien évidemment l'amélioration symptomatique avec le moins d'effets secondaires possible. Vous l'avez vu avec Carole, le respect des contre-indications, les modifications du mode de vie, l'optimisation de tous les facteurs de comorbidité et puis ensuite la prise de décision partagée de la galénie qui sera la plus adaptée à votre patient. Alors bon, bien évidemment, vous le savez, la première prescription en France est limitée actuellement aux urologues, aux endocrinologues, et c'est pas très logique, mais aux gynécologues. Sachez qu'on essaye de travailler pour que d'autres spécialités, notamment ceux qui sont spécialisés en sexologie, en médecine sexuelle, puissent éventuellement prescrire un jour. Dans d'autres pays, sauf peut-être l'Espagne, la plupart des médecins et tous les médecins peuvent prescrire une androgénothérapie. Néanmoins, le renouvellement n'est pas restreint et est ouvert à tout médecin.
Alors, d'abord, un petit QCM pour voir un petit peu quels seraient les objectifs prioritaires pour vous d'une androgénothérapie. Donc, si on peut lancer le QCM de façon à ce que vous puissiez tous répondre, puis on va se donner une trentaine de secondes. Donc voilà, je vous laisse une trentaine de secondes. Quel est l'objectif prioritaire de l'androgénothérapie? Vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses et on va se donner un petit peu de temps. Alors bien évidemment, vous vous doutez que ça peut dépendre également de la porte d'entrée de la symptomatologie. Ça dépend si on va avoir un rhumatologue, un hématologue, un endocrinologue ou un sexologue. Voilà, je pense que vous avez pu tout répondre. Si on peut nous envoyer les réponses, s'il vous plaît. Donc, la fonction érectile, c'est un objectif principal. Bon, c'est 2/3. On pense à la densité minérale osseuse, le poids, la diminution du risque cardiovasculaire, 72%, et la diminution du risque dépressif. Mais on peut fermer et donc on va continuer cette présentation. L'objectif, il est double finalement. L'amélioration des signes cliniques et des signes non sexuels dont le patient n'est pas forcément conscient. Alors, quel est le taux de testostéronémie cible? Alors, c'est un petit peu anachronique, mais ce que l'on trouve, c'est que vous l'avez vu comme tout à l'heure, le déficit en testostérone, c'est quand on est inférieur à 8 nanomoles par litre en testo total ou au 12. En tout cas, on doit se poser la question. Néanmoins, le taux de testostérone cible, quand on parle de testostéronémie totale, c'est plutôt 15 à 30 nanomoles par litre. Vous l'avez vu avec Carole, ça prend du temps, même si certains symptômes peuvent très rapidement s'améliorer. Il faut une durée minimale de 3 mois. Avec la surveillance clinique, je n'y reviens pas, elle en a parlé, mais la surveillance clinique est importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de regarder un bilan biologique avec un hématocrite inférieur à 54%, un PSA qui bouge pas trop. Non, il faut penser à l'examen des seins et du toucher rectal. C'est très rare, mais en tant qu'urologue, mon devoir est de vous dire que les adénocarcinomes de la prostate à PSA normal, c'est rare, mais ça existe. La surveillance est bien sûr des facteurs des comorbidités avec le diabète, l'ostéoporose, la dépression et la recherche systématique, au moins par un questionnaire, éventuellement en utilisant, pour ceux qui le connaissent, le questionnaire de Berlin, un syndrome des apnées du sommeil. Alors les objectifs, lesquels? Parce que finalement, le problème, c'est qu'il y a un effet seuil et qu'il y a une variabilité interindividuelle. Et puisqu'on ne sait pas pour un patient, et c'est ça toute la difficulté du syndrome de déficit en testostérone, c'est quel est le taux de testostérone référence de cet homme? C'est-à-dire qu'on n'a pas le taux de testostérone de l'homme que l'on voit en face de soi à 40 ans, à 50 ans, en tout cas avant le début de la symptomatologie. Donc on ne sait pas quel est le taux que l'on doit atteindre pour avoir une amélioration de la symptomatologie. Et puis aussi, le seuil peut être différent selon le type de symptômes, qu'ils soient sexuels, métaboliques, osseux ou également psychologiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de référence et que la clinique est donc extrêmement importante. Et puis aussi que le déficit, il est partiel et il est parfois modéré chez certains et plus important chez d'autres. Donc, deux difficultés. D'où on part, on ne le sait pas. Où on doit arriver, on ne le sait pas non plus. Alors, on va prendre en premier les bénéfices sexuels. Alors, comme vous l'a dit Carole, ça peut aller assez rapidement, notamment pour la libido. La fonction érectile, alors ça se voit d'autant plus que le taux de testostéronémie est bas, surtout en testostérone total, lorsqu'on est inférieur à 8 nanomoles par litre. Et même si ce ne sont pas des érections qui sont, entre guillemets, liées à des pensées érotiques ou à des fantasmes, il y a un retour, et les patients le disent, des érections paradoxales matinales et nocturnes, comme d'ailleurs avec les IPDE5, puis également la fréquence de l'activité sexuelle, la qualité de la fonction orgasmique, et puis également des bénéfices indirects sur la sexualité. C'est que si on est un peu de meilleure humeur, qu'on se sent une meilleure vitalité, qu'on a des meilleures fonctions physiques, bien évidemment, il y a un bénéfice indirect sur la sexualité. Et puis, j'oublie pas aussi la notion de couple, lorsqu'il y en a un, bien sûr, c'est que lorsqu'on se sent mieux dans sa vie de tous les jours, dans son tonus, ça peut avoir un impact avec une interaction avec sa partenaire. Donc, les recommandations qui ont été retenues par le groupe, c'est que le traitement par la testostérone peut améliorer le désir, la qualité de l'érection, d'autres symptômes sexuels que l'on a vus, mais peut améliorer également la fonction érectile chez les hommes pour qui les IPDE5 ont été inefficaces. Et Pierre Deveau vous l'a dit, quand vous avez des IPDE5 qui perdent de leur efficacité, vous avez souvent dosé la testo au début du traitement, pensez à la redoser et voir si ce n'a pas baissé. Donc, taux de testo bas, pensez aux IPDE5. Les bénéfices non sexuels, la lignée rouge, sur l'érythropoïèse,
La contre-indication, c'est lorsqu'il y a un hématocrite qui est au-delà de 50% ou lorsque sous traitement, on arrive à ce taux-là. C'est surtout fréquent chez le patient âgé, mais par contre, inversement, ça peut être un traitement de l'anémie. Devant une anémie normochrome normocytaire, il faut penser, et les hématologues le savent, à un éventuel syndrome de déficit en testostérone parce qu'on peut gagner éventuellement un point d'hémoglobine, et on l'a vu dans les études de Testosterone Trials. Donc, les recommandations retenues par le groupe, c'est que les taux de testostérone doivent être déterminés chez les hommes présentant une anémie inexpliquée. Message important, notamment en médecine générale. Le traitement par la testostérone doit être considéré comme un traitement possible de l'anémie. Certaines études, comme Testosterone Trials, avaient montré qu'on pouvait normaliser une anémie par un traitement par testostérone dans 58% des patients. Ensuite, les bénéfices rhumatologiques. Risque accru des fractures non vertébrales dans les fractures ostéoporotiques, qui a été montré par l'ostéodensitométrie. La densité osseuse qui peut s'améliorer, alors ça prend du temps, Carole vous l'a dit, c'est peut-être même un des aspects qui prend le plus de temps et ça peut aller jusqu'à 2 à 3 ans avec une amélioration de la densité médicale osseuse. Ça semble se voir plus au niveau vertébral qu'au niveau des hanches. Donc, les recommandations du groupe, c'est que la densité osseuse par ostéodensitométrie devrait être envisagée chez les hommes de plus de 50 ans avec un diagnostic de déficit en testostérone et présentant d'autres facteurs de risque d'ostéoporose que vous connaissez. Bien sûr, l'âge de plus de 65 ans, un faible indice de masse corporelle, tabagisme, alcoolisme, etc. Que les taux de testostérone devraient être déterminés chez les hommes présentant des fractures pour de faibles traumatismes. On y pense pour les femmes, on n'y pense peut-être pas assez pour les hommes. Le traitement par la testostérone augmente la densité minérale osseuse et la solidité des os. Et la réduction de la masse osseuse peut être une indication raisonnable de traitement par la testostérone, même chez un homme asymptomatique avec un déficit en testostérone. Bien évidemment, c'est une prise en charge qui se fait essentiellement par les rhumatologues, éventuellement en accord avec un urologue ou un endocrinologue. Et on n'oublie pas, bien évidemment, la supplémentation vitamino-calcique et tout le traitement classique de l'ostéoporose que connaissent bien les rhumatologues. Ensuite, l'action métabolique. Vous savez, la testostérone agit au niveau de la régulation des glucides, des lipides et des protéines. C'est un modulateur de croissance et de différenciation musculaire, un inhibiteur de l'adipogénèse et donc un facteur de risque indépendant pour le syndrome métabolique. Et Pierre et Carole vous en ont parlé. Donc, donner de la testostérone, eh bien, vous allez diminuer l'insulinorésistance, donc diminuer l'hyperglycémie, améliorer le taux d'hémoglobine à 1C, donc notamment pour les diabétiques de type 2, ça peut avoir bien évidemment un intérêt, en sachant que par contre, pour les diabétiques de type 1, on n'a pas forcément remarqué de syndrome de déficit en testostérone. Il y avait une question également sur les transaminases, bien sûr, ça ne fait pas partie du bilan systématique pour pouvoir prescrire, par contre, c'est intéressant de voir que chez certains patients, notamment ceux qui ont des pathologies, une stéatose hépatique par exemple, qui peut modifier la protéine porteuse, la SHBG, eh bien, vous pouvez avoir une diminution de la transaminase, donc une amélioration de la fonction hépatique. Et si vous vous souvenez du schéma de Carole, si vous diminuez la SHBG en diminuant la stéatose hépatique, vous augmentez le testostérone libre active au niveau de la cellule cible. Et puis également une action au niveau de la diminution de la réponse inflammatoire. Donc, les recommandations du groupe, c'est que réduction de la masse grasse et augmentation de la masse maigre. Le traitement par la testostérone peut avoir un rôle à jouer dans la gestion des troubles métaboliques, y compris l'obésité. 1 kilo de graisse égale 1 kilo de muscle, mais en termes de potentiel, bien évidemment, sur le plan cardiovasculaire, c'est absolument pas la même chose. En d'autres termes, vous pouvez faire grossir un petit peu quelqu'un qui est maigre en prenant du muscle, mais quelqu'un qui est obèse, vous pouvez modifier son schéma corporel en augmentant la masse musculaire et diminuer la masse graisseuse. Ça peut prendre bien évidemment du temps, bien évidemment en complément de tout ce qui va avec, notamment les règles gynéodiététiques. Maintenant, en ce qui concerne les fonctions cérébrales, la dépression, vous avez une photo de Romain Gary, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et la dépression, il peut y avoir également un aspect bénéfique. Alors, ça dépendrait de la réceptivité, la testostérone dépendrait de la dysrégulation entre la sérotonine et la noradrénaline. Vous avez vu tout à l'heure avec Pierre Deveau toutes les hypothèses au niveau neurologique qu'il y avait avec un éventuel traitement de la dépression nerveuse
par testostérone, bien évidemment, ça veut dire qu'il faudrait doser la testostérone en cas de syndrome dépressif, bien évidemment, si c'est associé à d'autres signes. En ce qui concerne les fonctions cognitives, il a été remarqué qu'il y avait un déclin cognitif plus important, un risque de démence, et que finalement, que de supplémenter en testostérone, on pourrait améliorer à minima la mémoire spatiale, un petit peu la mémoire visuelle. Par contre, même si dans les démences, il y a un taux de testostérone qui est en général assez bas, il n'y a pas suffisamment d'études qui ont montré une amélioration de la démence et des signes neurologiques lorsqu'il y a une supplémentation. Donc finalement, quand on résume tous les effets bénéfiques sur un traitement par androgénothérapie, vous voyez, sur le muscle, le poids, sur l'os, bien sûr la sexualité, le bien-être, sur les fonctions cognitives, on vous l'a dit, sur les lipides, bien évidemment indirectement, donc sur le cardiovasculaire, sur l'état général, mais finalement, vous voyez tous les effets bénéfiques qu'il peut y avoir une androgénothérapie lorsqu'il y a une symptomatologie. Alors maintenant, deuxième QCM, quels sont les effets indésirables d'une androgénothérapie? Donc, on va se donner une trentaine de secondes, quelle que soit bien sûr la galénique potentielle, donc prise de poids excessive, polyglobulie, augmentation du risque dépressif, augmentation du risque cardiovasculaire, pilosité et libido accrue de la partenaire, apparition de symptômes mictionnels. Je pense que tout le monde a pu cocher. Si on peut envoyer le résultat du sondage, s'il vous plaît. Voilà, donc la polyglobulie, donc c'est quelque chose qui est bien, que tout le monde sait bien, la prise de poids. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, ça dépend de la prise de poids de départ, le risque dépressif, l'augmentation du risque vasculaire, du risque cardiovasculaire. Carole vous en a parlé tout à l'heure avec certaines contre-indications, mais quand même les avantages d'être supplémenté, parce que quelqu'un qui a un déficit androgénique important a augmentation de risque cardiovasculaire. La pilosité libido accrue de la partenaire, ça c'est pour parler un petit peu de la galénique, on va y revenir, et l'apparition de symptômes mictionnels. En ce qui concerne les TUBA, les troubles urinaires du bas appareil, on n'a pas montré en cas de supplémentation en testostérone de risque important d'événements dus à une HBP. Alors certaines recommandations savantes parlent d'un risque peut-être plus important lorsque l'IPSS, International Prostate Symptom Score, est supérieur à 19 pour les urologues. Donc les effets indésirables, finalement, ils sont rares parce que le but, et il faut le dire aux patients, le but n'est pas de se mettre en surdosage, le but est de normaliser les choses. Alors bien évidemment, il y a les effets qui sont indépendants de la formulation. Ce serait plus significatif chez les patients âgés et obèses, donc être peut-être un petit peu plus prudent, notamment l'augmentation des hématocrites et de l'hémoglobine. La gynécomastie, même si la gynécomastie au départ peut être un signe d'hypogonadisme, l'œdème, l'acné, notamment chez les patients plus jeunes, le désir de paternité secondaire, on doit poser la question au début, mais éventuellement, si le désir de paternité arrive secondairement, ça, bien évidemment, ça peut être un frein, vous le savez, par le feedback, il y a une inhibition de la spermatogénèse, à ce moment-là, il faut arrêter le traitement, voire changer complètement son fusil d'épaule en termes d'androgénothérapie. Puis après, il y a les effets indésirables selon la formulation. Alors, il peut y avoir des taux supraphysiologiques, et vous le voyez ici avec la pharmacocinétique, avec les injections intramusculaires, notamment d'androtardil, avec une première semaine où parfois il y a un taux supraphysiologique, une dernière semaine où il y a un taux qui est proche de l'infraphysiologique. Donc, il faut savoir équilibrer les choses selon la clinique. C'est éventuellement en faisant du monitoring biologique ou alors en changeant de formulation. Ça peut être associé à des douleurs aussi d'injection. Il faut faire bien sûr attention en cas de traitement anticoagulant et voir un petit peu comment se comporte le patient et la clinique au fur et à mesure des 3 semaines entre 2 injections. C'est rare, mais il y a parfois une toux immédiatement après l'injection. En ce qui concerne les gels transdermiques, il y a un risque de transfert interpersonnel. Et vous le savez, quand vous prescrivez un gel de testostérone, vous devez bien sûr dire au patient qu'il faut éviter le contact avec sa partenaire ou quiconque le temps que le produit soit absorbé. Ça dure pas bien longtemps, fort heureusement. Irritation de la peau, c'est assez rare. Fluctuation de l'absorption, ça peut dépendre de la qualité de certaines peaux. Et en ce qui concerne les formes orales, vous l'avez vu, ça dépend également de la richesse en graisse du repas que vous prenez.
Donc les recommandations aussi, et vous l'avez vu sur les effets secondaires, c'est que par rapport à ce que vous a dit tout à l'heure Carole, eh bien, il y a quelque chose qui colle pas, et d'ailleurs le groupe a recommandé une révision de ces mentions, c'est que vous voyez contre-indication à tout ce qui est marqué comme androgène, cancer de la prostate. Alors que finalement, la recommandation, c'est cancer de la prostate agressif, et non pas un cancer de la prostate traité, régulé, avec une histologie favorable, ou un cancer de la prostate peu agressif, en surveillance active, qui pourrait y avoir des exceptions à la règle. Mais c'est bien évidemment la difficulté qu'il y a à l'heure actuelle, et on espère que le Vidal et les fiches de l'Agence nationale de sécurité du médicament vont changer. Alors voilà, sur la prostate, je vous l'ai dit, l'HBP, en tant qu'urologue, j'insiste un petit peu là-dessus, n'est pas une contre-indication. Il faut savoir que quand même le PSA augmente toujours un petit peu, c'est normal, et que plus le déficit est bas, surtout lorsque la testostéronémie initiale est inférieure à 8,7, plus ça va augmenter. D'ailleurs, vous avez presque des gens qui sont castrés par le déficit androgénique, ont un PSA extrêmement faible, à 0,2, 0,3, et à ce moment-là, d'ailleurs, ça indique bien la profondeur du déficit en testostérone. Donc à ce moment-là, forcément, ça va augmenter plus, et comme vous partez de plus bas, vous allez rester dans une norme. Classiquement, lorsqu'on donne un traitement, il faut quand même vérifier que par rapport au taux de référence, c'est-à-dire qu'avant traitement, le taux de PSA ne dépasse pas 1,4. Et je voudrais finir, si vous voulez, par une note sociétale. Vous voyez cet homme-là qui regarde, c'est peut-être le patient ou certains patients qui ont plus de 70 ans avec un syndrome de déficit en testostérone, avec peut-être un déclin cognitif, une ostéoporose, ou peut-être les patients dont on s'occupait il y a 20 ou 30 ans. Bon, il y avait un sondage récemment dans notre temps sur les seniors qui estimait que l'âge moyen de la vieillesse, c'était 71 ans. Je ne sais pas si pour certains, vous vous souvenez du sketch de Roland McDan de la date de péremption. Eh bien, aujourd'hui, les seniors, elle est plus de 60 ans, mais il ne faut pas oublier qu'ils avaient ils avaient 20 ans en 68, qu'ils ont vécu la libération d'une certaine type de sexualité avec l'avènement de la pilule contraceptive, de l'IVG, et que finalement, ce ne sont pas les mêmes patients que l'on traite maintenant, et qu'on ne traite pas que des hommes de plus de 75-80 ans, mais comme l'a dit Carole tout à l'heure, c'est des hommes de plus de 50 ans, voire moins, donc des hommes qui aspirent encore à une sexualité la plus épanouie possible. Voilà, donc je voudrais remercier tous les membres du groupe et ceux qui ne sont pas présents ce soir, mais avec qui on pense beaucoup. Béatrice Cuisin, la présidente de la SFMS, Hervé Lejeune, notre correspondant endocrinologue, et puis notre statisticien qui a fait un travail formidable, Thierry Almond, de façon à ce que le promoteur, la Société francophone de médecine sexuelle et l'Association française d'urologie, on a pu enfin faire des recommandations qui n'existaient pas. Je vous remercie à tous et à toutes. Bien, merci Antoine, merci à tous les orateurs. Alors, maintenant, on va passer à la réponse aux questions. Donc, bien sûr, le chat, j'ai eu une trentaine de questions. Donc, il y en a certaines qui reviennent et qu'on va pouvoir regrouper. Donc, si vous voulez bien, on va commencer un petit peu par les questions cliniques. Après, on verra celles qui concernent le dosage et puis on terminera logiquement par celles qui concernent le traitement. Donc, peut-être une première question sur des facteurs de risque. Donc, on a Michel Pujos qui posait la question du DALA et déficit en vitamines. On a Xavier Derbomez qui posait la question de l'impact du tabac. Et puis, peut-être aussi, on va regrouper avec la question sur l'impact du finastéride. Est-ce que le finastéride entraîne un déficit en testo ? Voilà, donc je laisse les différents orateurs apporter leurs éléments de réponse. Concernant les vitamines, on n'a pas lu de choses dans la littérature internationale par rapport à ça. Sur le tabac non plus, mais c'est vrai que voilà, on s'est beaucoup attaché à regarder ce qui avait été fait dans les recommandations, mais moi je n'ai pas cette notion-là. Et sur la question du finastéride, effectivement, on a des testostérones souvent très basses chez les patients qui souffrent de dysfonction érectile et qui ont été traités par finastéride. Donc, effectivement, ça peut être sans doute un facteur favorisant. D'accord. Alors, on va passer maintenant aux questions concernant les dosages. Donc, finalement, dans l'assistance, on sent qu'il y a encore pas mal de questionnements vis-à-vis du choix de la testo. Avec encore des questions un peu sur la testo totale. Et en fait, elles sont elles sont suscitées par les problèmes de seuil.
par les problèmes de dosage. Donc, il y a eu plusieurs questions sur ces deux aspects, seuil et dosage. Est-ce que c'est fiable? Et puis après, il y a eu aussi Johan Barkatz qui a posé la question du surcoût. Est-ce que finalement de doser d'emblée une testo libre ou biodisponible, est-ce que c'est coût efficace? C'est pas plus cher, hein. C'est à peine plus, ou c'est pas plus cher que de doser une testostérone totale. La question des seuils, nous, dans nos recommandations, on n'a pas pu donner un seuil précis de testostérone parce que dans les recommandations, il n'y a pas de seuil précis par rapport à ça, au moins sur la testostérone libre ou la testostérone biodisponible. Mais on a quand même bien insisté sur la concordance de la clinique par rapport à la biologie et l'intérêt éventuel de faire, en cas de doute, un traitement d'épreuve. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir parce qu'il faut rester avant tout clinicien, à mon avis, dans ce domaine-là. Et on n'est pas dans de l'endocrinologie avec des seuils qui sont absolus à définir. Enfin, on n'avait pas eu cette impression au vu de tout ce qu'on a pu lire sur ces sujets-là et surtout de notre pratique clinique. Oui, mais je crois que ça dépend un peu encore une fois, ce que ne connaît pas, on sait que c'est un certain nombre de fonctions et on ne connaît pas le seuil pour chacun. Par exemple, j'ai dit qu'il était extrêmement rare, moi je trouve, en clinique, de voir des gens avec des bouffées de chaleur. Bouffées de chaleur, on en voit quand vraiment ils ont un taux de castration. Donc, manifestement, si vous vous intéressez aux bouffées de chaleur, il faut vraiment des taux extrêmement bas et un peu de testostérone fera l'affaire, d'accord? Si vous vous intéressez à la libido, si vous vous intéressez aux érections, à la force physique, qu'est-ce qui protège le squelette, qu'est-ce qui fait pousser les muscles et tout, c'est sûrement à chaque fois des taux un peu différents. Et donc, en fait, c'est là où ça devient un peu compliqué. Alors après, on va raisonner à partir d'un taux général et à partir de là, effectivement, il faut que la clinique soit un peu concordante. Il est clair que quelqu'un qui a un déficit en testostérone, qui n'a pas de contre-indication et en même temps qui a un gros trouble du désir, on peut raisonnablement penser qu'on pourrait améliorer le trouble du désir en donnant un peu de testostérone quand même. Un peu logique après. Après, il y a sans doute aussi une affaire de récepteurs qu'on n'a pas évoqué ici, mais qui sont vraiment des axes de recherche importants. Et c'est vrai qu'on a tous vu des patients avec des taux de testostérone bas qui ont notamment une vie sexuelle tout à fait satisfaisante. Et puis, inversement, pour certains, avec une testostérone limite, voire moyenne, qui ont vraiment une grosse symptomatologie évocatrice. Et là, il y a sans doute quand même un rôle pour les récepteurs. Voilà, donc je vais poursuivre justement avec une question qui est un peu sur cette ligne. Ça veut dire, dans certaines populations, y a-t-il des difficultés à tenir compte des dosages? En particulier, Sabrina Carlier nous dit, quand on a un patient qui prend des opioïdes au long cours, eh bien, on a un axe hypothalamo-hypophysaire qui est un peu défaillant. Et donc, comment doit-on faire dans ce cas pour diagnostiquer un déficit? Bon, en fait, le déficit sur la testostérone, on va doser la testostérone. Après, le tout est de savoir si c'est hypogonadotrope ou pas. Si on a à l'évidence un traitement par des opioïdes au long cours, on sait que c'est hypogonadotrope. Simplement, si le patient a une souffrance, un problème, parce que tout simplement, il a un trouble du désir ou autre chose, je dirais, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner de la testostérone plutôt que d'essayer de relancer en fait son axe gonadotrope avec des techniques qui vont être un peu compliquées. Par contre, je ne veux pas avoir le même raisonnement si le patient est jeune et qu'il y a un désir de paternité derrière. Dans ce cas-là, évidemment, on va changer de stratégie. On va s'attaquer plutôt à l'axe gonadotrope, c'est clair. Mais sinon, a priori, est-ce que ça va renforcer le blocage sur l'entrée? En fait, on ne sait pas bien. Voilà. Alors peut-être pas le prolonger pendant des années ou faire des choses séquentielles avec des relances. Mais sinon, voilà, rien n'empêche de donner de la testostérone à ce moment-là. Enfin, moi, personnellement, je le ferais. Oui, alors peut-être qu'on peut enchaîner avec plusieurs questions qui portaient sur les populations jeunes, les populations infertiles et les hypogonadismes hypogonadotropes. Puisqu'on a plusieurs questions qui nous demandent, alors là on est sur la versant traitement, mais enfin bon, c'est bien de poursuivre cette réflexion. Finalement, quelles sont vos ordonnances type en cas d'hypogonadisme hypogonadotrope ou d'infertilité, donc pour ne pas
justement freiner l'axe hypothalapo-hypophysaire. Est-ce que vous prenez en charge ces patients? Est-ce que vous avez une ordonnance habituelle? Moi, je dirais comme l'a dit Pierre, c'est-à-dire que tout dépend du contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, associé à un dosage de la testostéronémie, on peut avoir un dosage, pour certains qui le font, de FSH et LH, et on sait que, parce que là, on est plutôt chez l'homme vieillissant, plus de 50 ans, on n'est pas forcément chez l'homme qui souhaite avoir une paternité, encore que ça peut arriver, on est bien d'accord. Alors après, comme l'a dit Pierre, quel que soit le taux de LH, on va essayer d'aller au plus pragmatique. Et le pragmatique, c'est d'essayer quand même d'améliorer l'imprégnation androgénique en donnant de la testostéronémie. Effectivement, si on a un hypogonadisme hypogonadotrope important, notamment là, on a plutôt chez le patient jeune, ça va pas du tout être la même stratégie, c'est plutôt les endocrinologues qui les prennent en charge avec des traitements par HCG. Et chez les hommes qui souhaitent avoir une descendance, d'ailleurs, le dosage de testostéronémie fait partie du dosage systématique que l'on fait du bilan systématique d'un homme infertile. On a parfois des hypogonadismes que l'on va traiter différemment par les SERM, c'est-à-dire les traitements de type clomide, où on va avoir une amélioration du taux de testostérone et éventuellement une stimulation de la spermatogénèse. Par contre, j'ai aperçu une question, c'est est-ce que c'est en cas de surdosage qu'il y a une diminution de la fertilité? Non, c'est pas le cas. On peut avoir une diminution de la fertilité même si on est en taux normal d'androgène avec des androgènes. Enfin, je sais pas si j'ai répondu, mais en gros, ça dépend du contexte, quoi. Oui, je peux peut-être apporter un élément puisque je travaille dans un centre de fertilité. Effectivement, pour que la spermatogénèse puisse se produire, il est très important de stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire et d'obtenir ainsi un taux de testostérone intratesticulaire élevé. Ce qui va être obtenu si on donne des gonadotrophines et qui va complètement être l'inverse quand on va donner de la testostérone exogène. Donc effectivement, moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Le plus important, c'est savoir si la personne a un désir d'enfant ou non, actuel ou futur, parce qu'après on risque d'être embêté si jamais on a un patient auquel on donne de la testo et il aura toujours un doute dans la tête vis-à-vis d'un impact sur sa fertilité. Donc là, la recette, puisque c'était un petit peu ce qui était demandé, moi je donne du Gonalef, 150 3 fois par semaine, et puis j'associe de l'Ovitrel. En général, on est sur 250 une fois par semaine. Ou 2 fois par semaine. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez donner, par exemple à un hypogonadisme hypogonadotrope pour en 18 mois en moyenne le rendre la plupart du temps normosperme ou oligosperme, mais en tout cas il est plus azo. Voilà. Et donc après, oui, comme tu dis, les SERM pour les autres, quand on veut stimuler la spermatogénèse, là on est plutôt sur des choses plus simples parce que quand même, c'est pas pour dire, mais les gonadotrophines, c'est quand même pas très simple. C'est plusieurs injections par semaine. Donc, sur plusieurs mois ou plusieurs années, difficile à tenir. Alors, après, il y avait une question toujours sur l'homme jeune. Justement, on a un patient qui a une dysfonction érectile et est-ce qu'on va lui prescrire un dosage de la testo à la recherche d'un déficit en testo? Donc, c'est un peu une question sur à partir de quel âge on prescrit la testo. Moi, je dirais que ça dépend de la clinique, d'abord. La question de l'interrogatoire de tout homme qui a une dysfonction érectile, c'est lui poser la question de la libido. C'est pas forcément une question facile, parce que des fois, les hommes confondent libido et érection. Et s'il précise très clairement une baisse de libido, quel que soit l'âge, bien évidemment, il faudra faire un dosage de la testostéronémie. Et puis après, il y a la clinique. Si vous avez à l'examen clinique, comme l'a rappelé Pierre, un aspect gynoïde, une surcharge pondérale, une hypotrophie testiculaire, enfin bref, je n'ai pas réénuméré tous les symptômes, là, ça me paraît évident que jeune ou pas jeune, il faut faire un dosage. Si inversement, vous avez un type de 25-30 ans qui est manifestement une anxiété anticipatoire et qui est en pleine forme et sportif, on lui dosera peut-être pas. Donc tout dépend de la clinique et tout dépend de l'interrogatoire.
Alors, on va passer peut-être au traitement maintenant. Alors, il y a plusieurs questions sur le traitement. Alors, une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est finalement, est-ce qu'il y a une durée maximale pour donner de la testostérone chez l'homme ? Donc, une bonne question quand même, hein, pour laquelle la réponse dans la littérature n'est pas offerte. On n'a pas de réponse. Je crois. On n'a pas de réponse à ça dans la littérature. On commence à avoir un petit peu des séries relativement longues, mais en tout cas, on ne peut pas mettre ça dans des recommandations. Par expérience, sans doute, Pierre, qui est le plus ancien avec moi, nous, on a des patients qui sont traités depuis 20 ans, moi, même plus de 20 ans. Et donc, avec pas d'augmentation spéciale d'un risque de quoi que ce soit. Hein. Ce sont des patients qui, effectivement, vieillissent très, très bien. Mais on ne peut pas dire ça quand on fait un topo sur des recommandations, puisqu'il n'y a pas de recommandations sur ce sujet. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas de limite de durée de traitement tant que le patient est satisfait. Et en général, quand ils arrêtent, ils ne vont vraiment pas bien. Donc, effectivement, ils réclament de proroger. Voilà. Ouais, moi, je rajouterais également que presque, je dirais, c'est tant qu'il n'y a pas de contre-indication. Et puis aussi, comme tu l'as dit, des fois, de temps en temps, ils se posent la question de continuer. Et à ce moment-là, comme justement, on n'a pas de recommandation claire, on leur propose d'arrêter. On fait une fenêtre thérapeutique et on voit comment ils sont cliniquement. On voit comment baisse le taux de testostéronémie et on voit à ce moment-là leur réserve. Et après, naturellement, pas pour tous, mais pour la plupart, ils voient que cliniquement, biologiquement, ils en ont besoin et on reprend le traitement. En ce qui concerne le traitement d'épreuve aussi sur la durée minimale, moi, je pense que c'est au moins 3, voire 6 mois. Après, il peut y avoir un changement de galénique, parce que des fois, il y a des galéniques qui ne correspondent pas. Donc, traitement d'épreuve, je crois que c'est le minimum du minimum, c'est 3 mois, mais ça peut être plus. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a certains symptômes qui mettent plus de temps, hein, notamment la fonction érectile qui peut prendre un peu plus de temps. Alors justement, on a dit proposer une durée, c'est difficile. Mais on sait aussi qu'en vieillissant, on a peut-être des risques différents. Alors, la question qui me paraît très intéressante, c'est finalement, est-ce qu'on peut proposer une surveillance purement clinique ? Est-ce qu'on a un risque à ne pas doser la testostérone sous traitement ? Et est-ce qu'on a un risque à ne pas réaliser de NFS plaquettes sous traitement ? La question est intéressante, un piège. Non, moi je dirais que le dosage de la testostérone, une fois que le traitement est équilibré, c'est quelque chose, à mon avis, de relatif, parce que vraiment l'effet de la testostérone, on le voit bien sur la clinique. Par contre, moi je dose quand même toujours l'hématocrite, le PSA, etc. Je pense que ce serait malvenu de ne pas le faire et de passer à côté d'un problème de ce type. Par contre, c'est vrai que les taux de testostérone, pas forcément. En plus, on voit dans la pratique, on dit bien aux gens quand il faut faire leur dosage, 10 jours après leur piqûre, 2 heures après leur gel, etc. Ils le font pas nécessairement comme ça. Et donc, voilà. En même temps, on a des patients qui vont très bien, encore une fois, avec des taux de testostérone qui sont moyen bas, et d'autres qui vont pas très bien, et puis la testostérone est plus élevée. Donc, effectivement, moi, je dirais que si on veut se fier à la clinique, ce serait plus pour évaluer l'effet de la testostérone que hématocrite. Voilà. Oui, mais c'est vrai que les dosages de la testostérone, on le fait, je suis un peu comme toi, je le fais dans des situations parfois un peu tendues à risque. Je vais vous donner une situation clinique d'un patient que j'avais équilibré. C'est un patient qui était un patient Klinefelter qui avait vraiment une carence en testostérone et qui a fait siffler vite. Et donc, personne ne voulait le toucher, personne ne voulait prescrire la testostérone en se disant, ils vont en faire, un jour, ils vont faire une embolie pulmonaire, ça va être affreux et tout. Et donc, là, effectivement, je me suis quand même, alors, on est passé en formulation transcutanée, hein, c'est clair, et adapté, comme on dit, aux petits oignons, le taux de testostérone. C'est vraiment, c'est un cas exceptionnel. Dans l'ensemble, je me fonde comme toi, Carole, sur la clinique. Les gens, ils me disent, ils vont mieux et tout, et je vérifie sur la biologie, la tolérance du traitement, que tout se passe bien au niveau NFS et PSA et compagnie et autres.
Oui, moi j'ai un exemple également dans le monitorage un petit peu particulier d'un patient qui avait un déficit prouvé avec une amélioration clinique évidente, mais qui était toujours avec un hématocrit 53, 54, 55, 56. Donc avec l'hématologue, eh bien on gérait. De temps en temps, il avait une saignée parce qu'il avait des bénéfices au traitement et notamment le rhumatologue y insistait parce qu'il avait une ostéoporose. Donc voilà, de temps en temps, il y a certains patients, on est obligé d'équilibrer. Alors, bon, il est 51, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, mais quelques questions encore. Une qui me paraît quand même importante pour le quotidien, c'est le cas finalement où on a une dysfonction érectile et où se pose la question, est-ce qu'on fait, bon, il y a un petit déficit, est-ce qu'on donne un IPDE5, est-ce qu'on donne de la testo, est-ce qu'on donne les deux? Quels sont vos conseils? Alors, moi, je dirais que si on met en évidence un déficit en testostérone, il faut traiter le déficit en testostérone, bien sûr, et l'associer à un IPDE5 au départ, pour les raisons de cinétique, de l'efficacité du traitement qui sera peut-être pas tout à fait efficace sur l'érection dans un premier temps. Et puis pour des raisons de réassurance, parce qu'un taux de testostérone, un problème organique, n'exclut pas, absolument pas, le fait des facteurs psychologiques, de l'anxiété d'anticipation, etc. Et les IPDE5, c'est quand même le traitement de première intention de la dysfonction érectile dans toutes les recommandations. Et ça permet justement de sortir du cercle vicieux de l'échec. Alors, en pratique, moi, très souvent, je vois un patient qui souffre de dysfonction érectile. Déjà, je le mets sous IPDE5, le temps de demander des dosages de testostérone. Et lorsque je le traite par la testostérone, eh bien, j'associe les deux au moins les 3 premiers mois. Et dans un second temps, j'essaye, si tout va très bien, de conseiller à mon patient de diminuer progressivement ses IPDE5. Alors, pardon, excuse-moi. Tout le monde, finalement, ça nous inspire ce cas. Oui. En fait, la première analyse, c'est qu'on voudrait être étiologique, donc on va traiter la testostérone. Mais en fait, en pratique, on s'aperçoit que souvent des gens jeunes qui ont une activité sexuelle très réduite ont un taux de testostérone qui a tendance à baisser et que si on leur rend une activité sexuelle plus gratifiante, on va dire, la testostérone, sous réserve que le déficit soit léger quand même, eh bien en fait, elle peut se normaliser simplement par l'activité sexuelle et pas juste par le truc. Donc en fait, finalement, on fait un peu les deux. Ou on fait, moi, il m'arrive dans un premier temps de prescrire des IPDE5. Si ça marche bien et que le patient est content, je contrôle sa testostérone et des fois, je constate qu'elle a bien remonté, qu'elle est retournée à les valeurs normales. Moi, j'ajouterais que l'interrogatoire de voir un petit peu quel est le symptôme originel, est-ce que le symptôme originel, c'est la baisse de libido et la dysfonction érectile qui va derrière, ou est-ce que la baisse de libido, elle est secondaire, et également l'importance du déficit. Si vous avez une baisse de libido originelle, la dysfonction érectile en plus, et en plus avec un taux de testostéronémie bas, ça me paraît évident qu'on commence par l'androgénothérapie. Je suis volontairement un petit peu caricatural. Mais après, c'est vrai que très souvent, ils ont un taux de testo un petit peu à la limite. Très souvent, en médecine générale, ils ont déjà eu un IPDE5. Il y en a certains qui sont normalisés avec l'IPDE5. À ce moment-là, on recontrôle et effectivement, si ça a remonté et si le patient est satisfait, bon, après, on voit, peut y avoir d'autres avantages et on l'a vu sur tous les symptômes non sexuels. Si c'est un diabétique, si c'est potentiellement quelqu'un qui a un dysmétabolisme, pourquoi pas y associer pour les autres symptômes et pas que pour la sexualité. Alors finalement, sur le topo d'Antoine, on a assez peu de questions sur les risques prostatiques aucune. Comme quoi finalement les mentalités changent et finalement peut-être que ça pose moins de soucis. Une question difficile de Thierry Schulman qui pose la question de l'impact du traitement sur la conduction cardiaque et sur le cardiomyocyte. Est-ce que cette question vous inspire, messieurs les orateurs ? Oui, en pratique, il faut savoir que l'espace QTC est toujours plus court chez l'homme que chez la femme. C'est assez marrant, c'est que vous prenez les enfants et tant qu'ils restent avant la puberté, ils ont un QTC à peu près identique. À partir de la puberté, les garçons ont un QTC un peu plus court. Et la question c'est que des grosses doses de testostérone peuvent raccourcir le QTC. Et donc, potentiellement, quand votre QTC raccourcit trop,
le grand risque, c'est quand même le trouble du rythme ventriculaire, plus ou moins définitif quand même. Donc, on est dans le cadre des morts subites. En pratique, en clinique, je suis pas sûr que ça se voit beaucoup. D'une manière générale, voilà, est-ce qu'on voit beaucoup de morts, comment dire, brutales sous testostérone? C'est pas la notion que j'ai. C'est tout. Non. Non, je pense qu'il y a, pour prolonger, effectivement, il y a des problèmes, c'est chez les bodybuilders qui vont muscler leur cœur jusqu'à obtenir finalement une cardiomyopathie obstructive. Mais ça, c'est vraiment les bodybuilders qui prennent des doses absolument pas physiologiques. Oui, on essaie. D'une manière générale, lié sur le cardiomyocyte, qui se repolarise mieux, qui augmente sa force, donc c'est quand même plutôt des effets bénéfiques, je pense, à dose de supplémentation. Je vois la dernière question, en attendant qu'Éric revienne, sur faut-il faire un dosage de testostérone chez un patient à qui on dépiste un cancer de la prostate ou avant traitement. Ça me paraît une évidence qu'il faut le faire parce que les traitements vont avoir un impact et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent, on ne sait pas d'où on part quand on a un déficit en testostérone. Donc là, c'est une situation clinique où le patient n'a pas forcément de problème de libido, de problème d'érection avant la prise en charge thérapeutique. Donc, surtout, ne pas se priver. Quel est le taux de référence pour que ensuite, lorsque ou si on a un problème, qu'on sache où on doit aller pour comment rétablir les choses. Donc, ça me paraît une évidence et malheureusement, c'est pas assez souvent fait par les urologues et les oncologues qui s'occupent de cancer de la prostate. Alors, j'ai eu un petit problème technique. Peut-être que vous ne m'avez pas entendu pour ma dernière question. Je ne sais pas. On n'a pas entendu. Voilà, c'était bien ce qui me semblait. Donc, en fait, comme je disais, on va pas être galant et on va terminer le webinaire par les questions concernant la femme. Effectivement, y a-t-il des bénéfices à donner de la testostérone à une femme? En France, qu'est-ce qu'on peut donner? Avec quel effet? Voilà. Alors, une question plutôt sexologue, j'imagine, mais bon. C'est pas loin quand même. C'est compliqué. Tu veux répondre, Carole? Ouais. Comme vous le savez, pour l'instant, on n'a pas de traitement pour les femmes. Pour les troubles sexuels féminins, on n'a absolument aucun traitement. Par contre, il y a énormément de voies de recherche sur la testostérone chez la femme, parce que la testostérone a un effet positif sur le désir sexuel du côté féminin également, a un effet positif sur la trophicité vaginale et sur toutes les réactions sexuelles. Donc nous, en France, quelques-uns, effectivement, complètement hors AMM, on a été amené à en prescrire et on en prescrit, et effectivement, avec un effet assez positif, mais ça fait pas du tout partie des choses qu'on peut recommander dans l'état actuel des choses. Et par contre, il y a on va dire une 20-25 ans de ça, il y avait des femmes qui étaient suppléées au niveau hormones féminines à la ménopause, plus même des choses comme de l'androtardil. Donc, c'est pas une pensée complètement nouvelle, mais c'est sans doute, de toute façon, c'est une voie de recherche sur les troubles sexuels féminins. Et à propos des femmes, moi, je voulais dire un truc aussi par rapport aux hommes qui sont traités. Et les hommes traités, parfois, ça crée des problèmes dans les couples parce que justement, les femmes ne sont pas traitées pour la ménopause. Et très souvent, ils avaient finalement une espèce de vie comme ça autour d'une sexualité pas très active et pas très satisfaisante qui finalement leur convenait mieux. Et parfois, c'est un effet secondaire, ça crée des problèmes dans le couple. Voilà. Je voulais rajouter qu'il existait l'Intrasa il y a quelques années que distribuait Procter & Gamble, ce patch de testostérone pour les femmes où l'AMM c'était autant que je me souvienne chez les femmes ménopausées ovariectomisées, mais que malheureusement ce traitement a été disponible à un moment, mais que il y a eu toute cette ambiance d'hormone bashing, notamment chez les femmes, et que finalement proposer de la testostérone, même si elles en avaient besoin, que c'était mal perçu, que c'était très difficile de faire des prescriptions, même si tu étais dans le cadre de la femme ovariectomisée avec un déficit en testostérone. Donc une grande difficulté quand même. J'espère qu'on n'arrivera pas chez les hommes comme on en est arrivé chez les femmes avec cette espèce d'hormone bashing. C'est vraiment un objectif parce que finalement on a un petit peu abandonné les femmes sur ce terrain-là depuis quelques années.
Alors, je vais être un petit peu coquin, mais je me demande finalement si on veut supplémenter une femme, est-ce que la meilleure manière, hein, c'est pas de rechercher un déficit en testo chez son mec, de façon à lui donner de l'androgel et d'avoir finalement un effet Non, là, t'es pas coquin. passage. Là, tu n'es pas coquin, tu es malin. Bien, on a quelques questions encore, évidemment, mais je pense qu'on arrive au terme de notre webinaire. Et puis, je pense quand même que les orateurs ont été particulièrement clairs et leur réponse aux questions a été quand même très éclairante. Donc, alors, une question finale, et là qui est adressée plutôt au versant, je dirais, organisateur. Est-ce qu'il y aura des replays? Ça, ça a été demandé à plusieurs reprises. Donc, qui souhaite répondre au niveau d'OncoStream ou de Bezin? Alors, je peux répondre si vous voulez du côté de Bezin. Et, donc, vous aurez un replay, donc on le mettra sur la chaîne YouTube Bezin. Et sinon, la société Comenco vous enverra un lien pour le replay, si je ne dis pas de bêtises. Bien, pour notre site de la SFMS. Voilà. Bon, écoutez, c'était passionnant, c'était très agréable et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interactivité. Comme l'a déjà souligné Antoine, un grand merci à nos amis de la francophonie. J'ai vu quand même dans le chat qu'on avait une bonne représentation du Maghreb. On a également des connexions de très loin, de Madagascar. Ça nous fait très plaisir. Et puis, je vais passer la parole aux orateurs pour vous remercier et vous dire au revoir. Merci Eric, merci à tout le monde. On était vraiment ravis d'être là aujourd'hui et surtout de présenter tout ce travail. On a été, comme je vous le disais, très malheureux de devoir reporter tous ces congrès cette année. Et puis surtout, on est très, très heureux de voir que vous étiez si nombreux. Et le webinaire sera évidemment posé sur le site de la SFMS, peut-être sur celui de l'AFU, et puis on aura l'occasion de présenter à nouveau les recommandations. Un article est prévu pour la revue Programme neurologique qui devrait bientôt être publié. Voilà, merci à tous, bonne soirée, et puis à très bientôt. Oui, pardon. Vas-y Pierre, je vais après. C'était une belle réunion, on aurait pu la prolonger d'ailleurs encore très très longtemps parce que je pense qu'on a énormément de questions auxquelles on aurait pu répondre. Mais en tout cas, je pense que c'est important que vous ayez retenu que c'est le déficit en testostérone, ça existe, il faut y penser et que ça aide quand même beaucoup les patients quand on les a et qu'on traite comme ça. D'accord? Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres réunions plus tard. Je vous souhaite une bonne soirée. Et moi, je voudrais vous rajouter qu'il ne faut pas rater ce virage du syndrome de déficit en testostérone chez l'homme et que vous avez vu toutes les situations cliniques où on peut avoir ce syndrome de déficit en testostérone et les avantages potentiels qu'on en a à traiter. Alors surtout, j'ai parlé tout à l'heure des femmes qui malheureusement prennent de moins en moins de THS, même quand elles n'ont pas de contre-indication. Donc il faut vraiment savoir dépister, traiter, éventuellement d'envoyer à un spécialiste si vous estimez que vous ne pouvez pas le prendre en charge, mais pensez à doser la testostéronémie dans toutes les situations cliniques pour aider vos patients. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutaient ce soir qui sont des grands spécialistes et j'ai vu beaucoup de noms de gens à qui on n'a rien à apprendre. Je les remercie d'être quand même présents. Et pour tous ceux qui ne connaissaient pas le syndrome de déficit en testostérone, pensez-y. Merci à vous toutes et à vous tous. Voilà. Et donc, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas quand même que deux bons moyens d'augmenter sa testostérone, c'est l'activité sexuelle et c'est le repos. Donc, je vous souhaite une excellente nuit. Merci.